Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà trouvé le courage de choisir le bonheur à l'aide du livre audio « Avoir le courage d'être heureux » d'Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Ce livre audio reprend les échanges entre ce jeune homme et le philosophe. C'est l'occasion de mettre en pratique les idées d'Adler et de comprendre comment les choix que nous réalisons chaque jour et les relations que nous instaurons avec les autres ont un poids déterminant sur notre bonheur. Commencez l'écoute pour devenir la meilleure version de vous-même. Première partie. Cette mauvaise personne est pauvre de moi. Peu de choses avaient changé dans le cabinet du philosophe depuis la visite du jeune homme 3 ans auparavant. Un manuscrit, partiellement écrit, gisait sous forme d'un paquet de feuilles volantes sur le bureau bien rangé. Au-dessus, peut-être pour empêcher les feuilles d'être emportées par le vent, était posé un stylo-plume à l'ancienne, orné d'incrustations d'or. Tout semblait familier au jeune homme. C'était presque comme s'il se trouvait dans sa propre chambre. Il remarqua plusieurs livres qu'il possédait, dont un qu'il venait de lire une semaine plus tôt. Regardant avec nostalgie la bibliothèque qui occupait tout un mur, le jeune homme laissa échapper un grand soupir. « Il vaut mieux que je ne prenne pas trop mes aises ici. Il vaut mieux que j'aille de l'avant. » La psychologie adlérienne est-elle une religion? Jeune homme. Avant de prendre la décision de vous rendre à nouveau visite aujourd'hui, c'est-à-dire avant de prendre la ferme résolution d'abandonner Adler, j'ai éprouvé une grande détresse. Cela m'a perturbé plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est dire à quel point les idées d'Adler me semblaient attrayantes. Mais le fait est qu'en même temps que j'étais attiré par elles, j'étais constamment rongé par des doutes. Et ces doutes concernent la désignation même de psychologie adlérienne. Que veux-tu dire par là? Comme l'indique la désignation psychologie adlérienne, les idées d'Adler sont considérées comme de la psychologie. Et à ma connaissance, la psychologie est fondamentalement une science. Toutefois, certains aspects des opinions avancées par Adler me semblent bien peu scientifiques. Bien sûr, comme il s'agit d'un domaine d'étude qui traite de la psyché, il se peut qu'il ne soit pas complètement exprimable sous forme mathématique. Et cela, je le comprends parfaitement. Mais le problème, voyez-vous, c'est qu'Adler parle des gens en termes d'idéaux. Il débite le même genre de sermons mielleux que les chrétiens lorsqu'ils prêchent l'amour du prochain. Ce qui m'amène à ma première question. Considérez-vous la psychologie adlérienne comme une science ? Si tu parles d'une définition stricte de la science, c'est-à-dire d'une science falsifiable, alors non, elle ne l'est pas. Adler a déclaré que sa psychologie était une science, mais lorsqu'il a commencé à parler de son concept de sentiment de communauté, nombre de ses collègues ont pris leur distance par rapport à lui. Leur opinion était semblable à la tienne. Ce genre de choses n'est pas scientifique. En effet, c'est une réponse naturelle pour quiconque s'intéresse à la psychologie en tant que science. Il s'agit d'un domaine de débat permanent. Mais la psychanalyse de Freud, la psychologie analytique de Jung et la psychologie individuelle d'Adler ont toutes des aspects qui entrent en conflit avec une telle définition de la science, en ce sens qu'elles ne sont pas falsifiables. C'est un fait. D'accord, je vois. J'ai apporté mon carnet de notes aujourd'hui. Je vais mettre cela par écrit. Le fait qu'à proprement parler, ce n'est pas de la science. Passons maintenant à ma question suivante. Il y a 3 ans, vous avez qualifié les idées d'Adler d'autres philosophies, n'est-ce pas? Tu as raison, je l'ai fait. Je considère la psychologie adlérienne comme une manière de penser qui s'inscrit dans la même veine que la philosophie grecque et qu'elle est elle-même une philosophie. Je pense la même chose à propos d'Adler lui-même. Avant de le considérer comme un psychologue, je le vois comme un philosophe. C'est un philosophe qui a mis son expertise au service de la pratique en milieu clinique. C'est ma perception. Très bien. Voici donc mon argument principal. J'ai beaucoup réfléchi aux idées d'Adler et je les ai réellement mises en pratique. Je n'étais pas sceptique à leur sujet. Au contraire, c'est comme si ces idées me remplissaient d'une passion fébrile et j'y croyais de tout mon cœur. Le fait est que chaque fois que j'ai tenté de mettre les idées d'Adler en pratique dans un cadre éducatif, j'ai été confronté à une opposition massive. Et cette opposition venait non seulement des élèves, mais aussi des autres enseignants autour de moi. D'ailleurs, si on y réfléchit, cela a du sens. Je présentais une approche de l'éducation basée sur un système de valeurs
totalement différent du leur, et j'essayais de le mettre en pratique chez eux pour la première fois. Et puis, je me suis souvenu d'un certain groupe de personnes, et j'ai superposé leur situation à la mienne. Savez-vous de qui je parle? Eh bien, non, je ne sais pas. De qui s'agit-il? Les missionnaires catholiques qui se sont aventurés dans les terres païennes à l'époque des grandes découvertes. Ah, En Afrique, en Asie et dans les Amériques. Ces missionnaires catholiques ont voyagé dans des terres étranges où les langues, les cultures et même les dieux étaient différents, et ils y ont répandu les enseignements auxquels ils croyaient. Tout comme moi qui ai choisi mon métier pour diffuser les idées d'Adler. Même s'ils ont souvent réussi à propager leur foi, les missionnaires ont eux aussi connu l'oppression et ont parfois même été exécutés au moyen de méthodes barbares. On pourrait penser qu'il serait logique que de telles personnes soient tout simplement refoulées. Mais dans ce cas, comment diable ces missionnaires ont-ils pu réussir à proclamer un nouveau Dieu auprès des habitants des lieux qu'ils ont visités et à leur faire renoncer à leurs croyances ancestrales? Cela a dû représenter un travail d'une difficulté considérable. Désireux d'en savoir plus, j'ai couru à la bibliothèque. mais c'est... Et je n'ai pas fini, d'accord? Ainsi, alors que je me penchais sur divers écrits relatifs aux missionnaires de l'époque des découvertes, une autre pensée intéressante m'est venue. En fin de compte, la philosophie d'Adler ne serait-elle pas une religion? Intéressant. Parce que c'est vrai, n'est-ce pas? Les idéaux dont Adler parle ne sont pas scientifiques. Et dans la mesure où il ne s'agit pas de science, au bout du compte, c'est juste une question de niveau de foi, de croire ou de ne pas croire. Donc, encore une fois, c'est seulement une question de ressenti personnel. Il est vrai que, de notre point de vue, les gens qui ne connaissent pas Adler peuvent nous apparaître comme des primitifs sauvages qui croient en de faux dieux. Nous avons le sentiment qu'il faut leur enseigner la vraie vérité et les sauver au plus vite. Cependant, il se peut que, de leur point de vue, nous soyons ceux qui sont les adorateurs primitifs de mauvais dieux. Peut-être sommes-nous ceux qui ont besoin d'être sauvés. Ai-je tort? Non, tu as tout à fait raison. Alors dites-moi, quelle est la différence entre la philosophie d'Adler et une religion? La différence entre religion et philosophie, voilà en effet un sujet important. Si tu exclus tout simplement l'existence de Dieu et que tu y réfléchis ensuite, la discussion sera plus facile à comprendre. Ah, que voulez-vous dire? Pour la religion, la philosophie et la science également, le point de départ est le même. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et comment devrions-nous vivre? La religion, la philosophie et la science partent toutes de ces questions. Dans la Grèce antique, il n'y avait pas de distinction entre la philosophie et la science, et la racine latine du mot « science » est « scientia », qui signifie tout simplement « connaissance ».